Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est le 26e déjeuner jeunes chercheurs et jeunes chercheuses du LABEX Futur Urbain. Donc, c'est pour nous, en fait, la troisième saison et sans doute la dernière, puisque c'est un dispositif de rencontre entre des chercheurs et des jeunes chercheurs, notamment, qui existe depuis janvier 2020 et qui est associé au LABEX Futur Urbain. Et donc, on va fonctionner jusqu'au mois de juin, mais sans doute que on n'ira pas au-delà du mois de juin. Donc, on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Maya El Kawand, j'espère ne pas écorcher votre nom, qui est donc architecte et designer, qui est en troisième année de thèse sous la direction de Caroline Galaise, ici présente et qui fera l'introduction scientifique présentant ce déjeuner dans un instant, et de Vincent Kaufmann, qui est professeur à l'EPFL à Lausanne. Donc, je crois que c'est la première fois dans nos 26 déjeuners qu'on a une étudiante qui est financée par un projet européen, H2020, et sur une bourse Marie Curie. La thématique sur laquelle va nous présenter en fait ces travaux Maya Kawand aujourd'hui, c'est la thématique de la mobilité associée au territoire périurbain à partir de deux cas d'études, le cas de Creil au nord de Paris et le cas de La Roche-sur-Féron à côté de Genève. Et Maya est doctorante au LVMT. Alors, je dirais qu'à l'échelle du LABEX, évidemment, les travaux sur la mobilité sont importants et donc ils sont importants au groupe DCUN, qui est un groupe qui travaille sur la ville diffuse. Caroline y reviendra dans un instant. Mais ils ont aussi concerné d'autres groupes de travail, de recherche du LABEX Futur Urbain depuis sa création en 2011. Et je pense en particulier au groupe Ville, Transport, Tourisme, Territoire, qui est un groupe qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, autour des travaux de Gwendal Simon, de Marie Delaplace ou de Nassima Baron. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de chercheurs au sein du périmètre scientifique de la Cité Descartes et qui sont impliqués, pour certains, dans le LABEX depuis très longtemps, qui travaillent sur ces questions de mobilité. Et je voudrais juste en citer un parmi d'autres, notre collègue Ouais. Arnaud Passalacqua, qui donc aujourd'hui est directeur adjoint de l'école d'urbanisme de Paris et qui anime le groupe Ville et Énergie, mais qui a beaucoup travaillé dans sa thèse et puis ensuite dans ses travaux collectifs, et au sein notamment d'un collectif qui s'appelle P2M, Passé, Présent, Mobilité, sur la question des mobilités métropolitaines, mais aussi, pour faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui, sur les mobilités périurbaines et c'est sur les mobilités dans des espaces au-delà des métropoles. Et je vous renvoie notamment à l'un de ces derniers ouvrages collectifs où beaucoup de chercheurs associés euh, au LABEX Futur Urbain sont intervenus, qui s'appelle Métropole Mobile, publié en 2021 aux presses universitaires de Rennes, où interviennent notamment Steph Bernardin, Aurélien Delpirou, Sébastien Gardon, Nathalie Roseau ou encore Hélène Nessy. Donc c'est pour indiquer que ce sujet des mobilités, bien sûr, il intéresse le groupe des CUN, il intéresse aussi le LVMT, qui est le laboratoire au sein duquel Maya fait sa thèse, mais que c'est une question qui est aujourd'hui tellement centrale qu'elle intéresse en fait un très grand nombre de chercheurs. Avant de laisser la parole à Caroline, je voudrais dire aussi que, bien évidemment, ces questions de mobilité sont au cœur aujourd'hui des politiques publiques métropolitaines, mais aussi de plus en plus des politiques publiques des communautés de communes ou des communautés d'agglomération qui débordent les marges des métropoles. Il y a donc un intérêt à penser en fait ces mobilités par des espaces et par des études de cas. Je crois que c'est ce qui va nous être proposé aujourd'hui. Intérêt aussi à croiser les disciplines qui travaillent sur les mobilités. C'est une question qui naturellement intéresse les sociologues parce qu'il est question d'analyser à la fois les politiques publiques et puis en même temps les pratiques des habitants. C'est une question qui est fondamentalement géographique, qui intéresse évidemment les espaces et la diversité de ces espaces et la manière dont ces espaces sont traversés par les problématiques de mobilité. C'est une question qui intéresse l'histoire, je l'ai rappelé à travers l'exemple d'Arnaud Passalacqua, mais aussi les sciences politiques, parce qu'aujourd'hui, en fait, dans les questions cruciales d'adhésion, ou peut-être même de sauvetage de la démocratie, il y a des questions comme la mobilité qui sont fondamentalement anxiogènes pour les populations et au sein duquel se joue aussi la question des mobilités. Alors, je remercie aussi, je ne l'ai pas encore cité, Mathieu Delage pour avoir accepté de modérer ce déjeuner jeune chercheuse. Et puis, sans transition, je donne la parole à Caroline Gallès pour qu'elle puisse présenter de manière plus approfondie le travail de Maya.
Merci beaucoup Loïc et merci de nous accueillir dans ce déjeuner jeunes chercheuses. Donc effectivement, comme vient de le dire Loïc, la mobilité, c'est une question vraiment très cruciale hein, pour d'abord pour l'accès quotidien aux aménités, donc pour tout ce qui concerne on va dire, la participation à la vie sociale. Et aujourd'hui, quand on s'interroge sur la régulation des mobilités quotidiennes, donc celles qui permettent justement aux personnes de pratiquer leurs activités, eh bien, il y a des questions très importantes, des enjeux très importants autour des inégalités d'accès aux aménités. Et cette question-là, elle est vraiment au cœur du travail que mène actuellement Maya. Donc, je vais vous présenter très brièvement le réseau des CUN que je coordonne avec Joël Hitt, avant voilà, de repréciser le cadre dans lequel Maya mène son travail de thèse. Donc, ce réseau international de recherche sur les villes et l'urbanisation diffuse, donc au sein du LABEX Futurs Urbains, eh bien, il s'intéresse à la manière, effectivement, dont cette urbanisation qui se produit à l'écart des grandes centralités, que ce soit en périphérie des grandes agglomérations, ou bien vraiment à l'écart, hein, en dehors de ce qu'on appelle la sphère d'influence de ces agglomérations métropoles, eh bien, mieux comprendre les formes que prennent ces différents espaces d'urbanisation diffuse, mieux comprendre les processus également qu'il y a derrière, et puis comprendre également tout un tas de thématiques associées, notamment autour des questions et enjeux de gouvernance, de durabilité, etc. Donc avec Joël Hitt et Cynthia Losavio, qui vient de rejoindre le groupe, en ce moment, nous avons un projet d'ouvrage collectif autour des villes et de l'urbanisation diffuse avec des approches comparatives à la fois à l'échelle internationale et des approches comparatives, des approches également interdisciplinaires, pardon. Donc, nous sommes en plein processus de rédaction de ce bel ouvrage collectif. Voilà, donc c'est l'idée vraiment de cet ouvrage, c'est de réinterroger finalement ces espaces d'urbanisation diffuse qui sont souvent soit mis un peu à l'écart des processus politiques, soit, on va dire, qualifiés, par exemple, de non soutenables. Et dans cet ouvrage, il s'agit de réinterroger vraiment le processus d'urbanisation globale à partir de ces marges, à partir de ces espaces qui sont voilà, non centraux, on va dire. Et donc Maya, dans sa thèse, eh bien, s'intéresse également à ces espaces. Alors, elle s'intéresse notamment à deux communes périurbaines, Creil et La Roche-sur-Foron, qui sont respectivement situées dans la périphérie de Paris et de Genève. Et elle essaye d'interroger ce qu'on appelle la dépendance à la mobilité, c'est-à-dire la manière dont des personnes voilà, qui se trouvent notamment en difficulté par rapport à l'accès à la mobilité, eh bien, se trouvent privés d'un certain nombre d'accès aux aménités ou au contraire sont très mobiles mais très contraintes dans leurs déplacements, notamment financièrement ou même en raison des trajets très longs qu'elles mènent. Donc, mieux comprendre la dépendance à la mobilité, c'est se poser de manière vraiment cruciale la question de la manière dont ces personnes peuvent réellement participer à la vie sociale, accéder aux aménités du quotidien. Et s'interroger à ça dans les espaces d'urbanisation diffuse, eh bien, c'est un point tout à fait essentiel parce que l'accès aux aménités voilà, peut-être particulièrement difficile dans ces espaces. Alors, Maya travaille donc pour cette thèse dans le cadre d'un réseau qu'on appelle un réseau d'innovation, donc de formation innovante, un réseau européen qui est financé dans le cadre d'un appel à projet Marie Curie. Tous les doctorants et doctorantes de ce réseau, il y en a une dizaine, travaillent sur le sujet voilà, d'une doctrine d'aménagement
qui s'appelle le Transit Oriented Development. Donc, c'est un mot un peu barbare, un mot de jargon. Mais il s'agissait d'interroger cette doctrine d'aménagement qui a un peu fait le tour du monde depuis sa création aux États-Unis dans les années 90. Réinterroger la pertinence de cette doctrine d'aménagement, donc qui consiste à vouloir restructurer l'urbanisation autour des axes donc les plus structurants du réseau de transport collectif, notamment les axes ferroviaires. Et il s'agissait d'interroger la pertinence de ce modèle justement dans les espaces d'urbanisation diffuse ou en dehors des grandes centralités. Donc, Maya va nous présenter là, sans plus attendre, ses travaux de recherche. Je ne vais pas empiéter sur ce qu'elle va nous dire, mais il s'agissait de comprendre comment des communes périurbaines, elle va nous en parler à l'instant, qui sont très bien desservies par des lignes ferroviaires, eh bien, est-ce que ces lignes ferroviaires, est-ce que cette bonne desserte ferroviaire suffit à modérer la dépendance à la mobilité dans ces espaces? Et je vais donc, sans plus attendre, laisser la parole à Maya qui va nous dévoiler ses premiers résultats sur ce sujet. Merci Caroline et Loïc pour cette présentation et de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je vais partager. Ok. C'est bon? C'est bon, oui, merci. Ok, merci. Donc aujourd'hui, je présenterai donc mes premiers résultats de thèse portant sur la dépendance à la mobilité dans les territoires périurbains, où je présenterai les cas de Creil et de La Roche-sur-Foron. Donc, je pars du constat que l'amélioration continue des vitesses de déplacement au cours des dernières décennies a entraîné des transformations sociales et spatiales des territoires habités. Et ceci a notamment rendu possible cet étalement urbain et la distanciation croissante entre l'habitat et les lieux d'activité. Donc, ce processus s'accompagne d'une augmentation toujours plus importante des besoins de déplacement des personnes. Et les espaces d'urbanisation anciennes situés hors des grandes agglomérations et à l'écart des grands axes d'urbanisation, ils ont accueilli de nouvelles populations, dont des ménages de revenus modestes qui étaient à la recherche d'un habitat et d'un logement donc plus abordable, ou plus généralement des ménages à la recherche d'un environnement plus naturel. Donc, en France, ces transformations ont été soutenues par une politique de logement qui ont encouragé l'ascension individuelle à la propriété depuis les années 70. Alors, ces transformations des espaces habités ont mené à de fortes inégalités sociales en termes d'accès aux équipements et aux aménités. Et en effet, ces ménages modestes et les personnes les plus précaires n'ont pas la même marge de manœuvre pour choisir leur lieu de résidence, plus souvent situés à l'écart des espaces denses ou bien desservis par les transports publics. Alors, en 2017, Gallès et Foll, ils définissent la dépendance à la mobilité par un manque d'accès aux aménités pour les personnes qui n'ont pas accès à la mobilité. Et pour les personnes qui sont mobiles et fortement contraintes dans leurs déplacements, ça peut mener à des coûts financiers importants, des déplacements difficiles et parfois très longs. Donc, dans les espaces urbains, dans les espaces urbains denses plus spécifiquement, pour contrer ces effets de la dépendance automobile et de l'étalement urbain, donc Peter Calthorpe, il a développé dans les années 90 la doctrine du Transit Oriented Development, le TOD. Donc, c'est un modèle d'aménagement qui vise à coordonner urbanisme et transport autour des grands axes ferroviaires, où il prône à proximité de ces infrastructures des transports un aménagement caractérisé par une mixité fonctionnelle, une forte densité, des espaces publics, des commerces, des services, et tout ça autour d'un rayon de 800 mètres autour d'une une gare ferroviaire. Donc, alors que ce modèle, il s'applique principalement dans les zones urbaines, donc le projet européen Todd Isrour dans lequel s'inscrit ma thèse, s'intéresse à la manière dont ce modèle d'aménagement pourrait être étendu aux zones d'urbanisation diffuse.
Et dans mon travail de thèse plus spécifiquement, je m'intéresse à la capacité de ce modèle de modérer ou pas cette dépendance à la mobilité. Donc, bien qu'en France, il n'y a pas de projet TOD proprement dit, il y a certains cas en France où ils ont cherché à transposer ce modèle et où on a cherché à étudier des cas ou de villes qui se caractérisent par une très bonne desserte ferroviaire et une certaine volonté des acteurs locaux de développer un quartier de gare et un quartier TOD. Donc, face à ces enjeux environnementaux et sociétaux, dans les espaces périurbains et ruraux, les acteurs et les politiques locaux ont cherché à mettre l'accent donc sur cette desserte ferroviaire pour répondre aux questions de dépendance automobile. Et donc là, je cherche à questionner l'effet de cette desserte sur les questions d'accès aux services, à l'emploi, au logement et tous les services du quotidien. Donc, dans cette présentation, je présenterai les résultats préliminaires de mon travail de thèse et de mon enquête de terrain. Donc, ma question dans mon travail de thèse, ma question de recherche principale se base sur la question donc, dans quelle mesure cette desserte ferroviaire dans ces espaces peu denses et la manière dont elle s'intègre dans les politiques d'aménagement local, elle est susceptible de modérer ou pas la dépendance à la mobilité. Donc, pour le dire plus simplement, donc en quoi cette desserte ferroviaire, elle peut modifier ou pas l'accessibilité des habitantes et habitants aux aménités du quotidien, à l'emploi et au logement. Donc, ma première hypothèse se focalise sur l'effet de l'aménagement sur la mobilité résidentielle, où je fais l'hypothèse que cette desserte, elle tend à créer des effets paradoxaux sur l'attractivité résidentielle et l'attractivité de l'emploi, où elle tend d'aggraver un phénomène de spatial mismatch en termes d'emploi et d'habitat. Donc, ce terme spatial mismatch a été premièrement introduit par Keynes dans les États-Unis dans les années 60 pour montrer que la distribution résidentielle inégale des groupes sociaux et ethniques, combinée à la distribution spatiale des emplois, elle crée des inégalités d'accès à grande échelle entre les différents groupes. Donc, cette très bonne desserte qui, malgré tout, permet de créer des liens, permet d'accentuer cet effet de distanciation entre les lieux de résidence et les emplois. La deuxième hypothèse porte plutôt sur l'effet de l'aménagement sur la mobilité quotidienne et sur le rapport modal. Donc, je fais l'hypothèse que la desserte ferroviaire des territoires périurbains et ruraux, en fait, elle s'organise autour d'une double échelle. Donc, une micro-échelle qui favorise l'accès à la gare ou au quartier de gare et la macro-échelle qui favorise l'accès territorial ou l'accès régional. Et ceci se fait au détriment d'une accessibilité plus locale à l'échelle municipale et intercommunale qui mène à une invisibilisation des besoins de la population locale et des questions d'accessibilité autres qu'à l'emploi. Donc, dans le cadre de cette présentation, je me focaliserai principalement sur la première hypothèse où je traiterai les questions de l'emploi et du logement. Donc, afin de répondre à ces questionnements et ces hypothèses, j'aborde ces questions à travers l'accessibilité que je cherche à opposer à l'accès effectif. Donc, d'un côté, on a l'accessibilité qui représente un potentiel, donc ce qui est potentiellement accessible et qui dépend des transports disponibles pour la personne, de la concentration spatiale et temporelle des équipements sur le territoire, mais aussi des caractéristiques individuelles comme le genre, le revenu, l'ethnicité et autres. Et donc, cette accessibilité comme potentiel et telle qu'elle est représentée spatialement est différente de la manière dont les personnes s'en saisissent et donc comment ces habitants et habitantes peuvent s'emparer de cette accessibilité. Ceci représente en effet ce que je cherche à montrer, l'accès effectif. Donc, l'accès effectif se produit lorsqu'il existe une accessibilité potentielle aux services et lorsque toutes les barrières spatiales et aspatiales à l'accès aux services sont surmontées. Donc, ces facteurs aspatiaux renvoient à des dimensions individuelles, temporelles ou financières. Donc, ainsi, dans ma méthodologie, j'aborde une approche principalement qualitative
où, premièrement, j'effectue une analyse spatiale et sociotemporelle des indicateurs d'accessibilité spatiale liés à des politiques publiques. J'analyse les dynamiques de transformation du territoire sur la base de documents, de statistiques, d'études et de documents administratifs et réglementaires. Ensuite, j'effectue des entretiens semi-directifs avec des acteurs et actrices locales, des élus techniciennes de l'aménagement, afin de comprendre leur conception de l'accessibilité. Le but, c'est de comprendre comment ces acteurs se représentent, comment ils travaillent sur ces questions d'accès. Et ceci vient se croiser aux besoins et aux pratiques des habitants et habitants, où je mène des entretiens semi-directifs, des parcours commentés, des focus group pour essayer de mesurer et comprendre l'accès effectif de ces personnes qui est en décalage avec l'accessibilité potentielle. Et je m'intéresse plus spécifiquement, si je ne l'ai pas dit, donc aux personnes plus précaires, à revenus modestes ou des populations un peu plus marginalisées. Donc, l'objectif de cette double approche, c'était de croiser la vision des acteurs locaux aux pratiques effectives des habitantes et habitants du territoire, de ces habitants à revenus modestes. Donc, les deux cas d'études que j'ai travaillés, donc Creil et La Roche, représentent deux communes aux franges de deux grandes métropoles, donc Paris et Genève, avec des situations de coordination urbanisme-transport qui sont différentes. Donc, Creil est située à 60 km de Paris, au nord de Paris, aux franges extérieures de l'Île-de-France, mais elle n'appartient pas, elle n'est pas dans les limites administratives, mais elle fait partie de l'aire attractive de Paris. La Roche, elle est située à 25 km de Genève du côté français, donc à la frontière franco-suisse, dans le département de la Haute-Savoie. Et par contre, elle appartient au grand territoire du Grand Genève. Creil, c'est une ville, elle fait partie des villes les plus pauvres en France où on a un niveau de social assez bas, des générations de personnes issues de l'immigration, une grande majorité de réfugiés et un centre-ville qui est en déclin avec une spécialisation commerciale. Aujourd'hui, elle fait partie, depuis 2019, du programme Action Cœur de Ville qui vise à revitaliser son centre-ville. À La Roche, c'est une ville, en fait, qui attire des actifs frontaliers qui travaillent en Suisse et qui aussi, de leur part, ne peuvent pas trouver de logement abordable dans la métropole genevoise, qui viennent s'installer dans cette périphérie française. Donc, de même, La Roche, elle fait partie récemment d'un autre programme de revitalisation qui est Petite Ville de demain, qui a la même vocation, mais c'est pour des territoires plus ruraux. Donc, Creil, on a une population plus ou moins homogène avec un revenu médian assez bas. Et alors que La Roche, il existe, même si le revenu médian est beaucoup plus élevé, il existe beaucoup plus de disparités entre les revenus les plus hauts et les plus bas dû à la présence de personnes frontalières, ce qui permet de creuser les inégalités dans le territoire et entre les populations, entre les frontaliers et les personnes qui habitent et travaillent en France. Donc, dans les deux cas de La Roche et de Creil, on a un pôle ferroviaire et un système ferroviaire assez important dans la région. Donc, la gare de Creil, elle représente un nœud ferroviaire très important pour la région où elle se caractérise par une étoile à 4 branches qui permet de relier Paris, donc la partie de l'Île-de-France, et la partie de l'Oise. On est à Beauvais, Amiens, puis Compiègne. Et aussi, il faut noter qu'il y a le RERD qui permet de desservir aussi Creil. Et aujourd'hui, il y a une 5e branche qui est prévue vers Roissy, donc le pôle d'emploi de Roissy, pour permettre de desservir ce nouveau pôle d'emploi. D'autre part, à La Roche, on est aussi sur un nœud ferroviaire assez important où La Roche, elle a pu bénéficier de la desserte du Léman Express en 2019 qui a permis d'améliorer et de renforcer la desserte de La Roche vers le pôle d'emploi de Genève. Mais aussi, ça a renforcé la desserte vers Annecy, qui est un deuxième pôle d'emploi dans la région. Donc, pour commencer un peu travailler sur la première hypothèse auquel j'avais parlé, donc cet effet de spatial mismatch, donc de distanciation entre l'habitat et l'emploi dû à cette nouvelle desserte ferroviaire.
Donc, dans l'agglomération creilloise, on a 44% des résidents qui travaillent sur le territoire de l'agglomération, alors que 56 vont aller travailler à l'extérieur. Et par contre, on a une grande majorité de flux vers l'agglomération où des actifs vont venir travailler. Dans le pays rochois, on a 33% qui travaillent et résident sur le territoire, 25% qui vont aller travailler dans la métropole genevoise et le reste, donc à peu près 40%, qui vont aller travailler à Annecy ou dans la vallée de l'Arve. Donc, à Creil, on a plus d'emplois que d'actifs sur le territoire. Il existe plus de 109 emplois pour 100 habitants. Et à La Roche, on a en effet, c'est une ville plutôt résidentielle où on a presque 64 emplois pour 100 actifs. Donc, les actifs qui résident à Creil et travaillent à l'extérieur, principalement, vont vers l'Île-de-France ou dans l'Oise, où c'est principalement des ouvriers, donc à 32% des ouvriers ou des employés, tandis que les personnes qui vont venir travailler dans l'agglomération sont à presque 20% des emplois cadres, principalement dans le secteur tertiaire. Donc, à Creil, ce phénomène de spatial mismatch s'explique par le fait qu'avec la désindustrialisation dans les années 60, Creil, une ville initialement industrielle avec une population ouvrière assez importante, elle avait auparavant fait partie d'importantes opérations d'HLM, donc qui a pour pouvoir accueillir cette population ouvrière. Donc, elle a perdu tous ses emplois industriels et elle a gagné des emplois tertiaires avec l'implantation de deux grosses plateformes d'entreprises qui est destinée principalement à des emplois tertiaires tels que des activités spécialisées scientifiques et techniques, des emplois dans l'administration publique, dans l'enseignement ou dans la santé humaine. Mais aussi en plus, on retrouve l'implantation d'une base aérienne assez importante. Donc, en parallèle, donc, aussi, ce fait s'accentue que Creil, elle a gagné des habitants plutôt pauvres qui sont venus, ou pas nécessairement pauvres, mais à revenus modestes, qui voulaient travailler dans l'agglomération parisienne, donc en Île-de-France, et n'ont pas trouvé de logement abordable. Donc, ils se sont installés dans l'agglomération creilloise. Et donc aujourd'hui, les emplois qu'elle attire ne correspondent pas aux habitants qui habitent et les emplois disponibles sur le territoire creillois sont des emplois cadres qui ne sont pas adaptés à la population où majoritairement la population creilloise va aller travailler ou dans le pôle de Roissy ou dans le parc Astérix. Donc, cette dynamique présente sur les territoires a été renforcée par la création de la desserte ferroviaire vers Paris et elle a été renforcée aussi ultérieurement par la desserte du RERD et prochainement vers la desserte de Roissy qui va permettre de desservir ce gros pôle d'emploi. À La Roche, vu que l'amélioration de la desserte est plus récente, donc on parle de 2019, il est encore plus compliqué de mesurer l'effet direct de cette desserte à travers des statistiques, mais par contre, on peut comprendre le positionnement des acteurs, comment cette desserte est prise en compte, appréhendée par les acteurs locaux et les politiques locales. Mais par contre, on remarque dès à présent une diminution progressive de la part ouvrière, de la population ouvrière à La Roche, où on avait aussi un pôle industriel assez important focalisé dans l'industrie du décolletage et une diminution de la part des ouvriers de 28 à 24% et une augmentation de la part des cadres dans la population. En fait, les actifs d'Annecy et de Genève viennent s'installer au pays rochois parce qu'ils trouvent des logements plus abordables, un environnement plus naturel. Mais ce qui est le plus important, c'est que aussi La Roche, elle est au centre géographique de la Haute-Savoie. Donc, ce qui fait que s'il y a plusieurs actifs dans un même ménage, c'est une bonne stratégie d'installation pour ces ménages parce qu'elle est bien desservie vers ces deux pôles d'Annecy et de Genève. Mais aussi, on commence à remarquer aussi un éloignement progressif des populations plus modestes, plus précaires, qui ne peuvent plus vivre dans ce milieu.
Donc, si on cherche un peu à voir le positionnement de ces acteurs face à ces deux situations de ces deux territoires. Donc, à Creil, en effet, il existe un décalage entre la volonté des acteurs, comme les élus, les techniciens et techniciennes, qui sont dans une politique, au fait, d'attirer une nouvelle population plus aisée, de nouvelles populations. Donc, d'après eux, cette situation qui se trouve à Creil est due à l'image négative de la ville et le fait qu'il n'y ait pas de logement assez attractif pour ces populations avec des emplois plus cadres. Alors, à travers ce dispositif Action Cœur de Ville, la ville met en place deux grandes opérations d'habitation avec plus de 600 nouveaux logements privés. Et pour ces acteurs, il est nécessaire de changer l'image de la ville, de créer des logements au standing pour les habitants qui habitent et travaillent à Creil. Et cette nouvelle desserte, couplée avec la création de nouveaux logements, elle permettra d'attirer de nouvelles populations, notamment des pilotes d'avion qui vont travailler à Roissy et venir s'installer à Creil. Et d'un autre côté, on a plutôt des associations très présentes sur le territoire qui veillent aux besoins de ces populations précaires, où on a une situation du logement social assez préoccupante, où il existe des demandes assez importantes chaque année qui ne sont pas prises en compte. Donc, alors, la cause de ces nouveaux logements et de ces grosses opérations de logement, en fait, c'est qu'elles viennent accompagner cette desserte pour de nouvelles populations, alors que les populations sur le territoire ont déjà du mal à se loger. On est dans un discours et un processus d'une potentielle gentrification qui pourrait dégrader encore plus l'accès au logement des personnes à revenus modestes et mener potentiellement à cet éloignement progressif de ces populations. À La Roche, on a un processus qui est plutôt inverse, où le territoire il a été doté d'une infrastructure qui a permis une très bonne desserte vers Genève et vers Annecy. Et aujourd'hui, la ville, au fait, elle est dans cette politique de rattrapage, que ce soit en termes de logement, d'infrastructures ou des services pour ses habitantes et habitants. Donc, face à cette situation, il existe un phénomène de dissensus assez important, d'une part de la part des élus et d'autre part de la part des aménageurs, des techniciens et techniciennes et des habitants habitantes sur le territoire. Donc, d'une part, on a la vision des élus où ils cherchent vraiment à construire de nouveaux logements et donc de construire de nouveaux logements et où on observe dès à présent de nouvelles opérations de logements qui sont mises en place sur le territoire. Il faut noter aussi que la situation difficile du logement affecte aussi la situation du logement social dans le pays rochois, où la durée d'attente actuellement elle est supérieure à 1 an et demi. Donc, cet effet de special mismatch dû à la présence d'une très bonne desserte ferroviaire a permis de déclencher ou peut-être d'accélérer les problèmes liés au logement aujourd'hui présent à La Roche, où ceci s'explique par le fait que, d'une part, on a une offre de logement qui est très faible comparée au nombre de personnes qui cherchent à se loger, que ce soit des frontaliers ou des locaux qui ont toujours habité La Roche et qui cherchent un nouveau logement. Mais aussi, en parallèle, on a une augmentation du prix de l'immobilier due à une offre qui est très faible, mais aussi due à la desserte ferroviaire très performante vers ces deux gros pôles d'emploi. Où on commence actuellement à percevoir sur le territoire des nouvelles opérations d'habitation menées par Bouygues, par exemple, qui vient de s'installer tout récemment sur le territoire et qui promeut dans leur publicité, la proximité du Léman Express et la proximité et l'accès direct vers Genève. Donc, cet effet de special mismatch contraint et fragilise davantage l'accès au logement, surtout pour les personnes les plus précaires, mais aussi pour les personnes qui habitent et travaillent en France. Et donc, ainsi, on peut voir notamment durant un entretien avec un habitant, c'était un ancien habitant de La Roche, qui dit qu'au fait, on habitait dans le quartier de la Gare à La Roche, la famille a grandi,
On a attendu presque 2 ans pour un logement social, on n'a pas trouvé. Alors, un ami lui a proposé un logement à l'extérieur de l'agglomération. Et il est devenu, donc leur nouveau logement est à l'écart de toute infrastructure de transport. Et aujourd'hui, la voiture est devenue indispensable pour leurs déplacements qui sont devenus de plus en plus contraints et longs et parfois des coûts beaucoup plus importants. Euh, donc, je pourrais dire que les villes périphériques aux franges de ces grandes métropoles doivent faire face à un développement rapide, parfois voulu, comme à Creil, ou parfois imposé, comme on l'observe à La Roche. À Creil, les acteurs, ils ont bénéficié de cette situation pour attirer de nouvelles populations, pour améliorer la situation du logement, réactiver un certain commerce en ville, et ce qui mène à une dégradation de l'accès et un accès beaucoup plus difficile pour les personnes et les populations habitantes actuellement dans la ville. À La Roche, plutôt, on est dans cette politique de rattrapage et cette nouvelle desserte, elle crée un effet de dissensus entre les différents acteurs dans la ville et elle tend à précariser davantage l'accès au logement, l'accès à la mobilité ou l'accès à d'autres aménités et services du territoire. Donc, comme première conclusion, je pourrais dire que donc, ce risque de spatial mismatch qui s'établit sur ces deux territoires, il risque potentiellement d'aggraver ou d'augmenter cette dépendance à la mobilité et non pas de la réduire, vu aussi que ces acteurs et les acteurs publics et locaux dans ces territoires ne perçoivent pas les effets directs de ces dessertes ferroviaires. Merci. Eh bien, merci beaucoup Maya pour cet exposé qui était à la fois très rigoureux, hein, on l'a vu sur toutes les références du PowerPoint, et puis très clair, qui ouvre toute une série de questions. Ce sont deux cas d'études différents, mais vraiment passionnants. Donc peut-être que je vais vous demander d'arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse se voir, et puis je vais en profiter pour donner la parole à Mathieu Delage en remerciant Mathieu d'avoir accepté de jouer le rôle de la modération. Donc, Mathieu, en fait, fait partie du laboratoire ACP. Il est géographe, mais il appartient aussi à d'autres groupes du LABEX, comme le groupe Production urbaine et marché et le groupe JEDI, Justice, Espace, Discrimination, Inégalité. C'est à toi, Mathieu. Merci Loïc et surtout merci Maya pour cette présentation très intéressante qui a permis en tout cas pour moi, d'aborder le champ de la dépendance à la mobilité autrement que par la dépendance automobile. Et donc ça m'intéresse, enfin c'est d'autant plus intéressant parce que je trouve que ça ouvre des sujets qui sont parfois un peu moins explorés. En tout cas dans la littérature générale que la dépendance automobile, mais en même temps, il faut bien travailler dessus. Alors, je vais d'abord peut-être, est-ce qu'il y a, parce que moi, en fait, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai plein de choses à raconter, j'ai plein de questions à vous poser, mais il y a le grand jeu de la modération, c'est d'abord savoir s'il y en a qui ont des questions brûlantes, n'hésitez pas à intervenir, ou s'il y avait des points peut-être à clarifier ou à venir, et sinon, on organisera l'ensemble du débat. Il suffira que vous leviez la main ou vous parlez, on n'est pas beaucoup, ça marchera assez bien. Peut-être Alors, qu'on pose la première, peut-être. mais bien sûr, oui, j'y vais. Si quelqu'un était fortement, fortement impatient. Bon, alors moi, j'ai plusieurs questions et plusieurs remarques. Plutôt parce que je termine, hein, il se trouve que je termine un programme de recherche sur la question de la dépendance automobile, elle est importante, mais dans des espaces urbains qui sont non métropolitains cette fois et qui sont plutôt même voire ruraux. Donc c'est votre présentation elle fait écho à des travaux que j'ai menés. Et donc je pense que ça va être assez orienté par rapport à ce que j'ai déjà vu sur le terrain. On voit premièrement que dans les deux communes que vous étudiez, que ce soit à Creil ou à La Roche-sur-Foron, vous avez fait un lien assez fort entre les politiques publiques de revitalisation, un petit peu comme si on avait des centres-villes morts à Créteil et à La Roche-sous-Foron, et qui s'accompagneraient de changements de population voulus ou subis selon les collectivités. Pourtant, ces politiques, type Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain, c'est des politiques qui mettent rarement la question de la mobilité
que vous avez évoquées, c'est des questions qui mettent rarement la mobilité au premier plan. En fait, souvent, elles parlent de les opérations de revitalisation du territoire. Et on voit autre chose dedans. On voit autre chose. Le spatial mismatch, c'est pas son entrée principale. On entend plutôt parler de logement. D'habitude, on entend plutôt parler. Et vous l'avez bien dit. Et donc, je voulais savoir si la question de la mobilité, elle revenait quand même, parce que finalement, vous nous avez parlé on a l'impression que l'horizon de Creil, ça va être des classes moyennes, en tout cas souhaitées, voire supérieures. Vous l'avez bien dit, donc savoir si quand même, dans le programme Action Cœur de Ville, il y avait une attention, notamment à destination des personnes les plus vulnérables, premièrement, et deuxièmement, que vous définissez un peu comme vous voulez, d'ailleurs, la vulnérabilité, et deuxièmement, bon, bah, est-ce que si la question de la mobilité, elle est prise en compte politiquement, vous avez quand même insisté sur un spatial mismatch important, on peut voir quand même que les chiffres que vous nous avez montrés, il y a un problème d'adéquation à l'emploi et la résidence. Bon, ben, savoir quels sont les discours autour de ça, notamment à Creil. Oui, merci pour cette question. Donc, à Creil, je dirais, au fait, le lancement du projet Action Cœur de Ville, la base du lancement du projet, c'était la création de cette nouvelle ligne ferroviaire vers Roissy. Donc, l'essence du projet et de postuler vers Action Cœur de Ville, c'était qu'on voulait créer cette nouvelle desserte et comment on va accompagner tous les changements et comment on va préparer le territoire pour pouvoir accueillir cette nouvelle desserte. Malgré, oui, il y a dans les discours des acteurs locaux, la question de la mobilité, elle est assez présente. Donc, on a essayé, mais ils essayent. En fait, la question de la mobilité, elle reste restreinte surtout à Creil, autour d'un périmètre assez restreint autour de la gare. Donc, comment réimplémenter des transports publics dans la ville. Mais aussi, par exemple, ça reste vers les transports en commun. Bon, on ne parle pas du vélo vers des actions qui ne mettent pas vraiment, qui sont pas assez, on va dire, conséquentes pour parler de mobilité, pour parler de réduction de besoins de déplacement et amélioration des conditions de déplacement des personnes. Et donc, quand on parle d'accès, ça revient spécifiquement et uniquement sur des questions de mobilité ou comment, de façon très basique. Et pour La Roche, en fait, pour La Roche, le projet Petite Ville de Mans, il est encore très, très récent. Donc, la mise en place encore des objectifs de ce projet est encore en construction. Mais où les discours sur la mobilité à La Roche se concentrent beaucoup plus sur la desserte ferroviaire du Léman Express, mais pas du tout sur les questions de mobilité à l'échelle locale de la ville et intercommunale sur le territoire. Très bien. Ouais. Dans votre présentation, et c'est assez classique sur les questions de mobilité quotidienne, on a l'impression, et vous l'avez bien dit, que les politiques publiques que vous nous avez présentées, elles sont construites par rapport à la société salariale. Or, on a de manière assez rapide. Or, on a maintenant, on peut le voir, qu'on a une grande partie de la population qui en est éloignée, bah, soit parce qu'elle n'en fait plus partie, elle est retraitée, soit parce qu'elle n'y a pas accès pour différentes raisons. Et alors, on a la catégorie des gens qui sont au RSA, par exemple, qu'on veut refaire travailler, là, si j'ai bien compris, mais enfin, normalement, quand ils sont éloignés, euh, de cette question de l'emploi. Donc, il y a quand même des personnes qui rentrent pas dans les cases de cette société salariale. Et à vous écouter, j'ai l'impression que ceux-là, on ne les voit pas. Ils sont toujours un peu invisibles. Alors, vaut mieux pas être femme seule. Faut pas être une femme seule qui élève ses enfants en RSA. Je crois que c'est un peu, bon, c'est compliqué dans tous les cas, on le sait déjà, mais en tout cas, à vous écouter, je m'interrogeais sur la place et notamment des personnes comme ça, invisibilisées dans ces politiques publiques. Oui, je pense, moi, c'était l'essence de mon travail. Pourquoi j'ai voulu
au début de mes recherches, je ne voulais même pas parler des questions de mobilité résidentielle ou mobilité. Je voulais vraiment faire un focus sur ces questions de mobilité quotidienne qui ne sont jamais prises en compte. Voilà, donc ça, déjà, ça représente la grande majorité des mobilités quotidiennes comparées aux mobilités liées à l'emploi. Euh, et donc, ils ne sont pas, pour moi, et d'après les entretiens, donc je peux pas faire des constats là tout de suite, immédiatement, mais d'après les entretiens que j'ai faits, donc ils ne sont pas du tout pris en compte, surtout dans le territoire rochois, où toute la concentration du discours, tous les rapports qui sont créés, c'est comment améliorer et renforcer ces mobilités liées à l'emploi, donc comment arriver et revenir du travail et les populations les plus précaires, notamment les femmes avec qui c'était mes enquêtés cibles. Donc, j'ai enquêté le plus avec des femmes où leurs besoins ne sont pas du tout pris en compte, des mobilités et des moyens de transport qui ne sont pas du tout adaptés, où on retrouve parfois vraiment des femmes qui restent emprisonnées en fait, dans des cercles assez restreints, donc un bassin de mobilité qui est très, très, très restreint parce qu'en fait, ils n'ont ni le moyen, ni les compétences d'aller autre part. Donc, ça les enferme, ça réduit leur mobilité et au fait, en face, les acteurs et les politiques locales ne mettent en place aucune politique ou moyen pour ces populations. Je ne sais pas si j'étais claire. Ici, c'était très clair, c'était pas malheureusement, c'était très clair, je vais dire, pour ces personnes qui sont éloignées des politiques de mobilité. Et je me demandais si vous aviez vu, parce que nous voit dans d'autres contextes, s'il y avait des alternatives. En fait, c'était pour remettre, pour nous donner peut-être un peu d'espoir, voir si collectivement, s'il y avait des manières de se mobiliser pour être plus mobile, même quand on est éloigné, quand on n'est pas pris en compte par ces politiques-là. Comment est-ce qu'on fait avec l'absence de ça? C'est un petit peu pour voir comment elles s'en sortent. Vous avez cité des femmes. Là, vous venez de citer des femmes pour La Roche-au-Foron, mais enfin, il y a d'autres exemples. Oui, par exemple, à Creil, donc si je veux dire, à Creil, par exemple, on voit, par exemple, pour les personnes qui travaillent beaucoup dans le pôle de Roissy, donc le moyen de transport le plus rapide, c'est de prendre le train jusqu'à Paris et puis de prendre le RER pour arriver au pôle de Roissy. Mais par exemple, il existe d'autres alternatives où ces femmes pourraient prendre le bus qui part de Creil jusqu'à Roissy mais c'est un trajet beaucoup plus long de plus d'1 heure et demie. Mais voilà, le prix du billet est à 1 euro comparé à 10 ou 15 euros pour le trajet passant par Paris. Il y a d'autres alternatives, c'est que généralement, les femmes, ils font beaucoup appel à l'aide de leurs proches et de leurs amis, de leurs voisins pour venir aider dans ces questions de mobilité. Ils ont beaucoup de dépendance aussi parfois à leur mari ou compagnon. Généralement, bon, ces femmes sont mariées avec des enfants. Donc, déjà, c'est des femmes au foyer la majorité du temps parce qu'ils doivent s'occuper des enfants parce qu'ils n'ont pas un autre support, ou ils doivent attendre donc leur mari pour faire leurs besoins durant le week-end. Ce qui fait que la majorité du temps, durant leur journée, ils passent leur journée à la maison et les trajets qu'ils font, c'est les déplacements de leurs enfants donc, pour les déposer à l'école et pour revenir. Donc, je pense que le plus, c'est l'entraide entre les voisins, voisines et la famille qui est généralement très présente chez ces populations à revenus très bas. Parfois, il y a quelques femmes qui font du vélo, mais c'est encore des pratiques euh, pas très répandues. Mais j'ai rencontré des femmes qui ont acheté un vélo et ont commencé à se déplacer à vélo au fait, parce que le temps d'aller déposer leurs enfants, puis de revenir à la maison, puis d'aller les récupérer pour venir manger. Donc ça a accéléré un peu ça a raccourci un peu les trajets de déplacement. Mais sinon, j'ai pas. Elles sont très contraintes, les femmes, dans leurs déplacements. Ils n'ont pas beaucoup de manœuvres, de marge de manœuvre. Et donc,
Et ce qui fait qu'ils restent dans leur bassin très, très petit de proximité où ils restent à la maison à la fin. Merci. Loïc a une question. Oui, moi je voulais revenir sur les conséquences sociales de ces politiques d'équipement ferroviaire, hein, que ce soit à La Roche ou que ce soit à Creil. Donc, dans le cas de Creil, il y a très clairement, vous l'avez dit, une volonté pour les acteurs locaux et régionaux d'aller vers davantage de mixité sociale. Et puis, vous avez dit logiquement qu'il y avait peut-être éventuellement le spectre, le risque de la gentrification. Alors, par rapport à Creil, moi, je voudrais juste rappeler qu'historiquement, Creil, c'est une ville qui a été donc l'objet de politiques d'aménagement depuis très très longtemps, hein, depuis le milieu du XXe siècle, hein, elle a été intégrée, hein, ça fait partie des cantons de l'Oise intégrés à la région parisienne. Et puis par ailleurs, ça fait partie des villes qui ont été étudiées par un article célèbre de Nicole Lemaire et de Jean-Claude Chamboredon, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Proximité spatiale et distance sociale. C'est un article qui est paru il y a très longtemps, en 1970, dans la Revue française de sociologie, et qui en fait démontrait à propos d'un grand ensemble de Creil que les classes moyennes voulaient absolument en partir. Donc ce qui veut dire que pour ce territoire-là, l'idée en fait qu'il y a un risque de paupérisation, il a été très tôt identifié par les sciences sociales et par les pouvoirs publics aussi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la gentrification, elle est encore incertaine au jour d'aujourd'hui par rapport à ce type de territoire. Alors paradoxalement, ça paraît plus évident pour La Roche parce qu'il y a effectivement une telle pression sur le foncier et sur l'immobilier dans cette zone à proximité de Genève, hein, que ce soit sur Thonon, Évian ou que ce soit évidemment, vous l'avez dit, sur Annecy, que là, on voit bien comment effectivement il y a des classes moyennes qui peuvent remplacer en fait des groupes populaires. Donc ça m'amène à la question qui est comment vous allez faire pour vous débrouiller dans la comparaison, dans la rédaction de votre thèse. Je suppose que vous êtes déjà engagé dans la rédaction et vous avez quand même deux sites qui sont finalement très différents, même s'ils ont des problématiques qui peuvent être comparables avec l'équipement ferroviaire. Comment vous allez régler ce problème de comparaison? Parce que je suppose qu'il va y avoir des attentes du jury de thèse par rapport à ça. Alors, je suis à la fois très convaincu que c'est nécessaire de sortir de la région Île-de-France et de ses particularités, et la région Rhône-Alpes est tout à fait intéressante de ce point de vue-là. Mais néanmoins, vous avez quand même des cas de figure qui sont différents. La Roche, c'est pas du tout un territoire sur lequel il y a eu qui a été intégré à des projets de planification à l'échelle métropolitaine avant ces dernières années. Donc, on a là du coup deux comparaisons qui paraissent originales, mais pas faciles à démêler. Comment vous réglez ce problème d'écriture, notamment? C'est compliqué. Euh, Moi, je trouve que ces deux cas, ils sont pas, ils sont différents, mais pas tellement. En fait, ce que je cherche à montrer, c'est que en fait, comment les politiques locales, malgré les contextes sociaux qui sont très différents, on a des politiques locales et comment les acteurs ils s'emparent de ces questions. On voit beaucoup de ressemblances dans ces deux cas. Et je pense que ce soit dans des territoires qui sont très paupérisés ou des territoires qui sont avec des populations beaucoup plus aisées, la question de l'accès, comment elle est prise en compte par les politiques locales, elle est toujours vue de la même manière et les actions qu'ils mettent en place, ils sont pas assez différents. Et je pense que comparer et mettre en lumière ces deux cas, je pense que ça pourrait aider à démontrer, au fait, c'est démontrer de plus en plus comment donc les acteurs publics, ils parlent de l'accès, comment ils mettent en œuvre leurs politiques publiques qui sont toujours la même et qui défavorisent de plus en plus ces populations de revenus modestes ou des populations de plus en plus marginalisées. Donc, je ne sais pas si... donc, peut-être ça, c'est une première réflexion sur comment je vais essayer de gérer ces comparaisons. Vous voyez, juste pour prolonger le débat, parce que c'est vraiment un débat intéressant du point de vue méthodologique aussi, la comparaison.
En fait, que les dispositifs soient similaires, ça paraît assez logique, puisque les politiques publiques d'aménagement, elles se déclinent encore au niveau national par une série d'opérations, même si les régions et les collectivités locales jouent un rôle important. Mais ce que l'histoire de l'aménagement du territoire nous apprend, c'est que globalement, souvent, les acteurs locaux, ils utilisent des dispositifs nationaux pour en fait répondre à des problématiques qui sont quand même beaucoup plus locales et beaucoup plus ancrées, quoi, en fait. Donc, Ouais. ça veut dire que, bon, c'est assez logique de trouver des points de comparaison si vous analysez le discours des élus locaux et des acteurs. Mais après, en fait, si vous ancrez votre analyse dans l'histoire propre du territoire et de ses mobilités, là, il peut y avoir des différences significatives et qui passent en fait dans l'analyse de l'appropriation des politiques publiques. Oui, oui, c'est vrai. Parce que déjà, par exemple, vous avez raison. Par exemple, dans le projet Action Cœur de Ville, d'habitude, ils ont un catalogue ou avec voilà, des catégories et des titres assez spécifiques. Donc, travailler sur le logement, travailler sur le commerce, travailler sur... donc, voilà, c'est des titres assez généraux et puis qui sont appropriés par ces acteurs locaux. Et dans chaque territoire, ça donne des effets différents. En plus, ça revient aussi à la question du TOD. C'est le fait d'importer un modèle très général et on vient l'importer dans ces petites communes périphériques sans vraiment penser à comment ça va affecter le territoire et on adopte. Et ça crée des effets assez différents et par exemple, ça tend à aggraver parfois la situation, que ce soit à La Roche ou à Creil. Et après, à La Roche, on a aussi le fait qu'il y a aussi les politiques locaux et nationales français, mais aussi on a tout le parti du développement du Genevois, du Grand Genève, et comment ces politiques locales du côté suisse, ils sont parfois prises en compte et on essaye de les adopter, venir les intégrer dans un territoire et que ça ne colle pas du tout dans le contexte français. Donc, oui, donc je pense que oui, c'est le fait de travailler juste, de venir implanter une desserte ferroviaire, d'avoir ce discours, mais à la fin, derrière, c'est des effets qui sont assez différents et qui précarisent parfois ces populations, oui, Ouais, dans ces communes. ok. Alors, on arrive presque à la fin de ce déjeuner. Est-ce qu'il y a des questions de la part de l'assistance? C'est le moment, parce qu'on va bientôt clore. Alors, peut-être une dernière bon, là, je comprends bien que l'intérêt, en fait, d'une étude comme ça, c'est de pouvoir mettre à distance les politiques publiques qui sont souvent, en fait, extrêmement positives par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, des effets positifs? Est-ce que vous avez rencontré des effets positifs? Et je pense en particulier aux habitants que vous allez interroger. Euh, des effets positifs. Je pense que, au fait, les habitants de La Roche et de Creil, au fait, parfois, ils sont pas du tout au courant de ces gros projets qui sont mis en place. Et parfois, par exemple, à La Roche, voilà, on vient parler de projets de 2050 et des visions assez, voilà, très poussées qui donnent envie, mais au fait, les populations, ils sont tellement ancrés dans leur quotidien et dans la difficulté de leur quotidien que, oui, oui, je sais pas si j'ai vu quelque chose de... Ça permet, au fait, si, je pense que si cette desserte, elle est on peut pas dire que la desserte, moi je pense que la desserte, oui, ça peut apporter quelque chose de bien, mais si elle a été bien prise en compte par les politiques locales et a été beaucoup mieux coordonnée avec les politiques locales, avec l'aménagement local, ça pourrait aider beaucoup plus à l'amélioration des situations de ces deux villes. Et je pense que c'est comme si le travail a été fait à moitié. Oui, oui. En tout cas, quand même, dans les témoignages que vous nous avez montrés hein, sur votre PowerPoint,
il y a quand même une idée qui est assez intéressante, c'est que même si les habitants ne maîtrisent pas forcément en fait les stratégies de mobilité des acteurs, ils ont eux-mêmes en fait une propre stratégie immobilière. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il a acheté en prévision de la hausse des prix, et j'imagine qu'à La Roche c'est encore pire, c'est-à-dire qu'il doit y avoir en fait des opérations de spéculation sur le foncier. Euh, c'est vrai que les habitants peuvent aussi avoir quand même des stratégies par rapport à ça et qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les dominants qui ont le savoir technique, qui seraient les aménageurs ou les élus, et de l'autre côté, les habitants, ils arrivent quand même à s'ajuster, y compris sur la longue durée. Voilà. Ouais. Vous l'avez bien dit par rapport à quand vous avez parlé de Cluse et quand vous avez parlé en fait de, voilà, de ces couples de ménages qui s'installent là parce qu'ils voient qu'il y a des opportunités différentes de trouver du travail sur la vallée de l'Arve, sur le Genevois, sur Annecy, etc. Ouais, ouais, vous avez raison. Et je pense que aussi parfois ça pousse, par exemple, à La Roche, le fait qu'il y a eu cette desserte ferroviaire, en fait, ça a poussé, par exemple, le développement des transports en commun qui reste encore très, très minime. Mais au fait, ça a commencé à bouger les choses à l'échelle locale. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps, mais ça commence, sur certaines questions, ça commence à bouger. Et par exemple, le projet à Creil aussi, le fait qu'il y a eu ce projet de desserte, ça a permis un peu de retravailler sur des questions plus locales. Mais les effets sur ça, sur les questions locales, combien l'effet va être important, c'est quand la durée du... Oui, ça c'est encore... il faut prendre du temps pour mesurer ces effets. Franchement. Absolument. Bon, on arrive au bout juste pour répondre à Fanny Ringeau sur la question. Moi, je m'inspirais notamment quand j'ai fait cette remarque des travaux d'un historien américain qui s'appelle Matthew Van Deln, avec un W, qui a travaillé en fait sur la décentralisation industrielle des années 50, qu'on a toujours présenté dans tous les manuels d'aménagement du territoire comme une rupture, et que donc lui, il a vraiment expliqué que les groupes automobiles en fait réfléchissaient déjà à l'avant la Deuxième Guerre mondiale en fait à des implantations en province. Et ce qui veut dire en fait que voilà, il faut pas penser souvent que l'État arrive et plaque des dispositifs comme ça. Souvent, il y a une véritable, ce que les anglo-saxons appellent l'agency, qui est quand même relativement important. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin, Caroline, ou est-ce que... Oui, merci beaucoup pour ces échanges. C'est effectivement très intéressant. J'ai particulièrement apprécié ta question sur la comparaison parce que choisir des cas très différenciés, ça motive à chercher un peu comment est-ce qu'on va vraiment travailler tout ça. Je trouve que la réponse de Maya était intéressante. Parce qu'elle pointe le fait que malgré tout, dans beaucoup de contextes très différents, les transports arrivent comme une solution, mais qu'on oublie un peu les problèmes en fait. Donc, c'est toute cette question de l'invisibilisation des populations, elle rejoint aussi une certaine difficulté à s'emparer des problématiques propres au territoire et surtout de leur diversité. Et du coup, voilà, ça montre que malheureusement, je dirais, les transports comme solution, ça fonctionne pas toujours très très bien. En tout cas, enfin, comme une solution qui serait justement structurante, comme l'énoncent souvent les acteurs. Tout à fait. Bon, on arrive au terme, donc bah, je voulais vous remercier, hein. Merci Caroline. Donc j'ai vu que Joël s'était aussi connecté. Bon, je remercie Mathieu Delage qui nous a quittés pour aller faire cours. Merci beaucoup Maya de cette présentation, c'était très très Merci à vous. stimulant et prometteur. Donc notre prochain rendez-vous c'est le lundi 13 novembre, c'est le groupe JEDI, donc Justice, Espace, Discrimination, Inégalité, qui présentera un déjeuner jeunes chercheurs. Bah, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi et puis on met en ligne ce déjeuner sous 48 heures. Bon après-midi, à Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.